Bonjour les amis, bienvenue dans Remettons les pendules à l'heure pour une émission cette fois-ci qui a pour titre La morale de l'histoire. Il est admis tacitement pour le commun des mortels que politique et morale ne vont pas ensemble. Si le quidam recherche chez l'homme politique une certaine intégrité dans le refus de la corruption, cela ne va pas jusqu'à l'honnêteté vis-à-vis de l'adversaire politique et encore moins dans les rapports internationaux. L'ONU limite en rien les comportements rapaces internationaux dont la guerre est l'exemple majeur le plus funeste, en tout cas de nos jours. Aussi a-t-on tendance à penser qu'un homme trop intègre, féru de justice sociale et internationale, serait un nain politiquement. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. Certes, la naïveté en politique ouvre souvent la voie du crime. L'Europe semble la prendre à ses dépens pour ne pas avoir su protéger ses nations d'une invasion migratoire. Mais si on observe au long terme les conséquences funestes de politiques cupides ou criminelles à court terme, on s'apercevra qu'il existe cependant bien une morale de l'histoire, découlant elle-même de la morale de l'évolution des espèces, où la compétition donne gagnant l'espèce qui s'organise solidairement, et même chez les dinosaures, les espèces protégeant le mieux leurs œufs des prédateurs, quand d'autres se contentaient de pondre. Idem les tortues de nos jours, dont la survie ne dépend que du grand nombre d'œufs pondus, ainsi que de la protection, de la sauvegarde des espèces protégées. Remontons donc le temps à la recherche de la morale de l'histoire. Guerre d'Algérie, accord d'Évian 1962. Cessation des hostilités, reconnaissance par la France du gouvernement provisoire, les personnes vivant en Algérie et leurs biens doivent être respectés. Pendant toute la guerre d'Algérie, les rebelles, plutôt que des objectifs politiques, s'en prennent à des gens simples. Gardes forestiers, gardiens de la reine d'Alger, cafetiers isolés, fermiers, familles, avec un S, de mineurs, c'est-à-dire les familles européennes. Il y avait dans cette mine des Européens et des autochtones musulmans. Donc les rebelles imposent aux leurs la grève, les Européens, eux, vont travailler, ils sont attaqués à la mine et également leurs familles, chez eux, vont être attaquées pendant leur absence. Femmes et enfants sont massacrés d'une manière horrible. Bien sûr, ceci va déclencher ensuite des représailles meurtrières, mais qui viseront uniquement les hommes. À ces meurtres, on retrouve des points communs. Prise de hachis des combattantes, parenthèse, avant de commettre leur forfait. Meurtre avec barbarie, enfants compris, afin de déclencher la fuite des pieds noirs. Et c'est ce qui va se passer. La terreur porte ses fruits. Avant même l'armistice, ils fuient en masse par bateau. Ils vont représenter une main-d'œuvre laborieuse dont la France, en plein essor économique de l'après-guerre, va absorber rapidement. Après l'armistice, le 5 juillet 1962, une manifestation à Oran a lieu pour fêter l'indépendance. Mais elle ne va pas se contenter des quartiers musulmans. Elle se répand dans les quartiers européens. Il y a encore, pas très loin, une caserne avec des soldats français. Mais ordre leur est donné de laisser les nouvelles forces de l'ordre du gouvernement provisoire d'assurer le maintien de l'ordre par crainte de faire retarder donc cette fameuse émancipation donc de l'Algérie. Quelques rescapés devront la vie à quelques militaires qui font le mur au péril donc d'être punis par l'armée, pour porter secours aux civils. Les forces algériennes ont laissé faire. Le soir, quand enfin l'armée française rentre dans les quartiers européens, il est trop tard. Les cadavres éventrés jonchent les rues. Il y a eu de nombreux enlèvements. Les historiens recensent 323 morts, 326 disparus, on ne saura jamais le nombre exact. On estime le nombre de morts entre 400 et 800. Malgré le massacre, le soir même, le général de Gaulle
proclame l'indépendance officielle de l'Algérie à la télévision. Donc ça, vous pourrez trouver cet épisode donc, dans Géo Magazine, 5 juin 2022. Il suffit également de se rappeler comment débuta la première action des rebelles en 1954 pour comprendre que la lutte menée par le FLN était une politique de terreur, ayant pour but de chasser la population européenne. Un jeune couple d'instituteurs arriva à la Toussaint en Algérie pour prendre le premier poste de leur carrière. Ça va être les premières victimes d'une série d'attentats visant des civils. Donc, ils vont pour prendre leur poste, le premier poste de leur carrière en tant qu'instituteurs. Le cheikh du village s'est rendu à la gare pour les accompagner lors du trajet en bus menant au village. Le bus sera arrêté, le jeune couple sorti du bus pour être exécuté et le cheikh qui tentera de s'y opposer fut abattu lui aussi. Cette politique du FLN s'inspirait de la Turquie qui apparaissait à ses dirigeants comme un modèle et qui, bien que laïque, elle aussi commis, comme on le sait, un génocide. Donc, de quelques instants, voilà. Donc voilà, cette politique donc s'inspirait de la Turquie qui apparaissait à ses dirigeants comme un modèle. La Turquie, bien que laïque, bâtit son identité sur l'islam. Je vous rappelle, massacre des Arméniens par le gouvernement des jeunes Turcs, expulsion des populations grecques, y compris pour certains autochtones des colonies grecques, présentes dès l'Antiquité sur la côte ouest, avant l'arrivée des Turcs venus de l'Est. Donc expulsion des Grecs vers la Grèce à son tour a expulsé les populations d'origine turque se trouvant sur son sol. L'OAS, vous dit-on, fut la cause de ce massacre des Pieds-Noirs. Mais l'OAS ne fut donc pas la cause, puisque l'OAS va commencer au moment où il va être question d'indépendance de l'Algérie. On voit que dès le départ, c'est cette politique de terreur des populations qui est mise en œuvre par le FLN et d'autres, les différentes organisations rebelles de l'époque. Mais l'OAS ne fit que conforter, évidemment, le FLN de la nécessité de ne pas garder sur son sol une population où l'OAS, donc une opposition à l'indépendance, pouvait trouver soutien ou se cacher. Mais ceci, les autorités françaises n'aiment pas trop en parler, de crainte qu'aujourd'hui, sur le sol français, où bon nombre d'actes terroristes ont lieu, y compris attaques au couteau individuelles, on ne fasse le parallèle avec une population d'origine maghrébine musulmane vivant dans des quartiers plus ou moins fermés, au sein de laquelle des terroristes se sentent comme un poisson dans l'eau. Donc, par crainte de dire, rendons-leur la médaille de leur pièce, n'est-ce pas, avec quelques dizaines d'années de différence. D'ailleurs, très souvent, c'est ça. Et vous avez des Pieds-Noirs qui, des fois, vous disent « J'ai l'impression de revivre ce qui s'est passé en Algérie, aujourd'hui en France ». Cet abandon donc de la population Pieds-Noirs et harkis, donc je vous demande un petit instant. On aurait pu envisager une partition de l'Algérie, avec notamment la zone pétrolifère mise en exploitation par la France. Donc, cet abandon par l'État français, cette politique de la terreur suivie de la corruption et d'une économie à bout de souffle, reposant sur un pétrole qui s'épuise en ce qui concerne l'Algérie, au long terme ne profita ni à la France, ni à l'Algérie, puisque traduite de nos jours par une immigration, source de la situation instable entre communautés que l'on connaît aujourd'hui. Une adhésion à des valeurs archaïques de l'islam, notamment en ce qui concerne la femme, s'imposant maintenant de plus en plus en Europe, menaçant l'identité culturelle des nations européennes, une récession économique et un chômage de masse. Bon, quelle serait donc la solution? Nous allons voir ça tout de suite. La solution, pourrait être le contrôle des naissances, maximum 2 pour les parents nés à l'étranger, 4 pour ceux nés en France. La mise en valeur de terres désertiques, centrales solaires et industries associées, lutte contre la désertification et même verdissement du désert. Donc,
je ne vais pas m'appesantir là-dessus, évidemment, il faudrait des gens comment dire, spécialistes en la matière pour développer des projets, mais je suis intimement persuadée que c'est possible. Maintenant, remontons encore le temps. Seconde Guerre mondiale. Je ne reviendrai pas sur le réarmement de l'Allemagne, soutenu par l'Angleterre, la crise économique de 1929, mais sur un autre facteur moins mis en avant, l'antisémitisme. En effet, c'est comme les croisades. Certes, il fallait la motivation religieuse, mais il y avait aussi la perspective de l'enrichissement par le pillage. Pour rappel, une croisade s'arrêta donc à Constantinople, effectivement sous l'influence donc de Venise qui dit aux croisés, si vous voulez qu'on vous tienne financièrement, vous allez nous accompagner à Constantinople qui devait donc de l'argent à Venise pour faire vite. Et bien avant le pillage donc, et bien avant, on avait aussi le pillage des communautés juives qui se trouvaient dans les villes sur le passage des croisés, dont l'une d'elles en échappa par le baptême autoritaire de toute la communauté juive, obligée d'aller dans la rivière, les récalcitrants jetés du pont et l'évêque qui bénit la rivière. Pourquoi cela? Eh bien, par crainte des débordements des croisés, parce qu'il n'y avait évidemment pas que les juifs, surtout les juifs, à subir les exactions des croisés, mais une troupe comme ça, jetée sur les routes, qui pénètre dans une ville, vous doutez bien que ça devait être ingérable. En plus, le rançonnement de la communauté juive, eh bien, c'est aussi la ville qui taxait la communauté. Les juifs étaient aussi souvent des prêteurs à gages, donc c'est toute l'économie de la ville qui en souffrait. Ainsi, le pillage de la communauté juive d'Allemagne, maintenant on revient aux années donc 30, 40, là, entre 30 et 40, donc le pillage de la communauté juive Allemagne par les nazis, comme ils appartenaient soit à la classe moyenne ou les plus aisés, contrairement aux communautés pauvres qu'on trouvait dans les pays de l'Est surtout. Alors un instant. Donc, comme on disait, en Allemagne, vous aviez une communauté allemande plutôt aisée. Donc, le pillage de cette communauté constitua le trésor nazi. La liquidation des biens immobiliers juifs, par exemple, vous avez tout un quartier qui a été détruit, un quartier qui était essentiellement habité par des juifs. Évidemment, ils n'étaient pas indemnisés, et donc, vous comprenez bien que le fameux complexe gigantesque du congrès nazi à Nuremberg, construit par l'architecte Arthur Speer, qui justement semble beaucoup plus actif que simple figurant, comme le jugement à Nuremberg l'a démontré en le faisant passer simplement pour témoigner, alors qu'en fait c'était un acteur du crime. Donc ça servit à la propagande, au faste nazi, pour pas cher, on va dire. Cependant, pour que ce pillage fût possible, il fallait qu'il y ait un antisémitisme qui existât au sein de la population. Et nous allons en rechercher l'origine. Que vous lisiez le livre écrit par le Führer allemand, donc Adolf Hitler, qui déclare qu'il est devenu antisémite suite à l'immigration de nombreux juifs polonais en Allemagne avant la Première Guerre mondiale, ou si vous prenez de l'autre côté le livre de l'historien d'origine juif allemand israélien Saul Friedlander, l'Allemagne nazie et les juifs, le tome 1, qui vous explique donc les années avant que la guerre éclate, dans les deux cas, on s'aperçoit qu'il témoigne d'un grand nombre de juifs polonais, immigration de travail à l'origine et suite aux persécutions, suite également à l'antisémitisme donc dans ces pays. Alors je cite:
Le recensement de juin 1933 avait montré que sur 98 747 juifs étrangers résidant en Allemagne, 56 480 étaient citoyens polonais. La Pologne, peu désireuse de voir s'accroître sa population juive de plus de 3 millions d'individus déjà, elle en est 3 millions, donc elle ne voulait pas que ceux qui sont partis en Allemagne reviennent, recourut de 1933 à 1938 à diverses mesures administratives pour empêcher le retour des juifs polonais vivant en Allemagne et à ce moment-là qui commençaient à être victimes donc des persécutions nazies, puisque donc c'est en 1933 qu'Hitler prend le pouvoir. Suite à l'Anschluss, le Parlement polonais vota une loi définissant toute une série de cas où la nationalité polonaise pouvait être retirée à un ressortissant vivant à l'étranger. Pas fou, les Allemands ont bien compris que ces mesures polonaises visaient les Juifs pour empêcher les Allemands de les refouler en Pologne. Donc voilà. Oui, donc ils comprennent immédiatement donc voilà, les dangers pour eux qui avaient justement un plan d'immigration forcée vers la Pologne. Donc en octobre 1938, un nouveau décret polonais annonçait l'annulation des passeports des résidents à l'étranger qui n'auraient pas obtenu une autorisation spéciale d'entrée en Pologne avant la fin du mois. Comme plus de 40% des juifs polonais résidant dans le Reich étaient nés en Allemagne, ceux-ci ne pouvaient guère espérer liquider entreprises, logements en moins de 2 semaines. Les nazis, il fallait qu'ils partent les poches vides, ça c'est quand même pas facile. Les nazis décidèrent de devancer la mesure polonaise. Donc Himmler donna ses ordres, de gré de force, les juifs sont ramassés, déportés à la frontière polonaise, à pied bien entendu. Donc ils ramassent tous les juifs polonais de sexe masculin pour pas paraître, comment dire, inhumains en faisant marcher comme ça jusqu'à la frontière femmes et enfants. Mais ils savaient très bien que la femme, toute la famille allait suivre le père de famille, ne pouvant rester en Allemagne sans moyen de subsistance. Donc la police et les SS leur firent franchir la frontière et les gardes frontières polonais, conformément à leurs instructions, les repoussèrent. Sous une pluie diluvienne, sans abri ni vivres, ils errèrent entre ces frontières plusieurs jours. La plupart aboutirent dans un camp de réfugiés polonais. Donc déjà, donc ils ont été enfermés donc côté polonais, on ne les a pas laissés se disperser dans le pays. On aurait pu croire que ça les a sauvés, mais je vous rappelle, peu de temps après, c'est la guerre, l'Allemagne envahit la Pologne, et s'ils sont restés dans le coin, eh bien, je pense que ça ne les aura pas sauvés. On autorisa les autres à retourner en Allemagne, et donc, sur ces donc on avait dit là 56 000 et quelques, environ seulement 16 000 juifs polonais furent ainsi expulsés. Donc, beaucoup de gesticulations pour un résultat assez pauvre. Ça, c'est ce qui a sans doute fait cogiter aux Allemands l'idée faudra qu'on trouve un moyen pour se débarrasser des Juifs autre que l'expulsion. Donc, en 1933, comme je vous l'avais dit, Hitler arrive au pouvoir alors que l'Allemagne connaît une grave crise économique et un chômage massif qui touche la moitié des familles. Donc je vous conseille de vous reporter sur ce sujet à Wikidia, Allemagne nazie face à la crise de 1929. En 1939, le chômage a disparu. Alors on peut comprendre à cette époque-là qu'Hitler apparut comme un dieu ou qu'un Christ descendu du ciel. Mais les Juifs sont devenus des parias dans cette société. Alors que bon nombre, je vous prie de m'excuser, alors que bon nombre de Juifs, donc allemands, sont morts, ont souffert en participant à la Première Guerre mondiale, comme les Allemands de souche, hein. Enfin comme les Allemands aryens, entre parenthèses, mais en lisant aussi bien cet ouvrage de Friedlander, qui était juif allemand, cité plus haut, que Mein Kampf d'Hitler, il semble que l'immigration massive de juifs polonais en Allemagne et le refus de leur retour par les autorités polonaises, donc parce que le droit du sol, ça n'existe pas, hein, d'ailleurs toujours en Allemagne, c'est le droit du sang. Tout cela a pu exacerber l'antisémitisme allemand qui, comme en Pologne, résultait, pour ce qui est de la cause profonde, de l'amalgame bolchevique
c'est ainsi qu'on appelait les communistes, francs-maçons et juifs, du fait d'ailleurs que Karl Marx, Lénine, considérés à tort comme juifs, donc Lénine avait seulement un ancêtre maternel juif converti au christianisme, mais je vous rappelle qu'il y avait des antisémitismes qui étaient plus, plus radicaux qu'Hitler, puisque pour eux, même en ayant sur 4 grands-parents un seul qui était juif, converti ou pas, ils considéraient que c'était des demi-juifs, quoi. Alors qu'Hitler, donc lui, je ne sais plus ce qu'il réclamait, mais enfin, donc il était moins exigeant. Parce qu'il y avait cette idée que même si vous étiez converti, c'était une manière pour les juifs de se convertir, d'infiltrer la communauté aryenne, de manipuler, etc. Alors qu'en France, on voit qu'on a un antisémitisme qui est tout à fait différent. Quand un juif est converti, eh bien, il n'est plus juif, il n'est plus considéré comme juif. Parce que l'Église catholique est beaucoup plus puissante dans d'autres pays, Pologne, France. Et en Allemagne, je vous rappelle, les catholiques aussi ont été persécutés bien avant par Guillaume Ier, je ne sais plus pour quelle raison. Et ceux qui sont majoritaires là-bas, c'est les protestants. Donc, où en étions-nous? Donc, Lénine considérateur comme juif, donc voilà, oui. Donc, on avait aussi Trotsky qui était juif. Staline n'était pas juif, mais on avait beaucoup d'autres dignitaires de partis communistes de différents pays d'Europe qui étaient juifs. Donc, on a eu en France, par exemple, Blum. Ce sentiment, donc, un petit instant. Donc ce sentiment, nous dit Saul Friedlander, était particulièrement vif en Pologne, parce que selon lui, c'est un pays rural, fortement imprégné par le catholicisme, comme le dit c'est voilà ce qu'il dit dans son ouvrage. Du fait probablement des persécutions subies dans toutes les églises en Russie, mais aussi d'une forte population juive, comme à Varsovie, qui comptait près de la moitié de sa population d'origine juive, et du développement du sionisme, qui était regardé par les Polonais comme une menace pour l'unité nationale. On est dans une époque où le nationalisme dans tous les pays est important. Ravivé certainement par la guerre de 14. Mais on peut s'interroger d'où venait une telle densité de population juive en Pologne. Pourquoi a-t-on eu cette concentration juive en Pologne? Eh bien, les juifs polonais, pour bon nombre, étaient d'origine russe. Cette immigration de Russie vers la Pologne était la conséquence de l'antisémitisme russe et des pogroms qui l'ont marqué. 1881-1884. Donc, suite à l'assassinat du tsar Nicolas II, la rumeur attribue cet assassinat aux Juifs, et c'est des pogroms, des massacres. Alors, pogrom, ça veut dire que vous avez les Juifs étaient donc dans ces pays en Russie, ils étaient dans des petits villages, tous regroupés donc dans le même village, et vous avez un autre petit village à côté, c'était des Russes. Et donc le village d'à côté venait là, et il leur tombait dessus, ils massacraient tout le monde. Pillage, etc. Entre 1903 et 1906, l'agitation révolutionnaire était encore imputée aux Juifs. Puis entre 1914 et 1921, du fait de l'armée et ses déserteurs, où les violences vont être encore plus meurtrières, les Juifs étant vus comme des traîtres. Donc ça, vous retrouvez dans Radio France, épisode 3, cours de l'histoire, pogrom en Russie. Et là, il y a aussi une chose, moi, auquel je pense. Vous avez un tableau qui est peint par je ne sais plus qui représente la campagne de Russie de Napoléon. Et on voit dans un coin, eh bien, les soldats français qui, quand même, malgré tout, se sont livrés un peu au pillage, eh bien, ils revendent ce qu'ils ont pillé à des Juifs qui ont des contacts, donc, du fait par la communauté juive internationale. Donc, on voit que c'est très ancien, ces rivalités entre communautés.
du fait qu'ils étaient vraiment très séparés, hein. Vous aviez deux villages, chacun de son côté. Donc une rhétorique donc des juifs qui sont des traîtres, eh bien ça va être repris dans l'ouvrage du Führer Hitler, où d'ailleurs il fait référence à la Russie et à la famine en Ukraine, hein, sous domination communiste, donc imputé aux francs-maçons, imputé indirectement donc aux juifs. Si bien que l'on peut s'interroger, un petit instant, donc on peut s'interroger sur la propagation d'un antisémitisme du fait de l'immigration cosaque de la Russie blanche, c'est-à-dire la Russie qui soutenait le tsar au moment où le tsar donc est tombé, donc, puisqu'ils sont immigrés en Europe après la révolution bolchevique. Une vision sur le long terme, donc maintenant on va voir la vision sur le long terme, nous montre donc que l'antisémitisme russe aboutit d'abord en Pologne, puis en Allemagne, à une immigration juive massive, alimentant l'antisémitisme, antisémitisme qui permettra aux nazis d'accumuler par le pillage et l'exploitation humaine un trésor de guerre et permis par exemple à Albert Speer, l'architecte du Reich allemand, de construire le complexe du congrès du parti. Alors ça, je vais vous le montrer, tenez en photo, ce beau complexe. Enfin beau, c'est peut-être pas le terme qui convient. Hein. Ah ben, un instant, je me suis trompée. Alors, on va ouvrir cette fenêtre. Voilà, vous voyez, c'est ce fameux complexe où... Alors, l'esplanade est beaucoup plus grande, donc on a détruit carrément tout un quartier avec des immeubles pour construire tout ça. Revenons à nos moutons. Donc, voilà, une esplanade immense. Donc, cette guerre, donc, Hitler la portera à l'Est. Donc, l'antisémitisme, je reprends, russe, qui a pour conséquence une forte population juive en Pologne puis en Allemagne, une augmentation de l'antisémitisme qui permet à Hitler de piller cette communauté, de l'exploiter. Et ce trésor de guerre, eh ben, il va lui permettre de faire la guerre, notamment à la Russie. Et elle fera 20 millions de victimes. Donc en somme, il finance a posteriori, donc bien plus tard, la guerre d'Hitler contre eux-mêmes. Donc la morale de l'histoire, évidemment, c'est pas une morale individuelle, hein, parce que précisément, ce sont surtout ceux qui ont été rendus coupables des pogroms sont notamment des Russes blancs et non pas communistes. Et c'est les communistes, donc Hitler va se retrouver dans la Russie communiste. Donc c'est surtout les Russes blancs donc, qui massacrèrent des Juifs. Voilà, donc c'est ce qu'on disait. Donc la Russie donc a subi bien plus tard les conséquences donc de cet antisémitisme qui existait chez elle du temps des tsars. On pourrait multiplier les exemples, mais ce serait trop long. Alors je vais juste revenir très loin dans le temps et faire un rappel de l'homme le plus célèbre qui tira la morale de l'histoire. On le surnomma Jésus le Nazaréen. Dans le roman historique de Saint-Lemais, le fils de la lumière, édition Baudelaire, vous trouverez les arguments historiques en faveur d'une ascendance royale. Alors je vais vous montrer le livre. Un petit instant. Voilà. Oui, donc, alors attendez. Voilà. Voilà, Salomé, le fils de la lumière, Jésus le Nazaréen. Donc vous pouvez le retrouver. Donc vous allez sur Édition Baudelaire et vous avez les librairies en ligne, notamment Cultura. Alors, revenons donc.
Donc, c'est un roman historique, mais vous trouvez dedans une part d'histoire et des arguments pouvant soutenir donc l'hypothèse d'un Jésus qui serait un arrière-petit-fils d'Hérode le Grand. Dans ce cas-là, on comprend mieux qu'il incita à aimer son prochain, puisque la dynastie hérodienne fut décimée par ces querelles intrinsèques. Un petit instant. Intestine, voilà ce que je cherchais le mot. De même, vous trouvez une femme doit suivre son mari, suivre pas forcément aussi de manière du départ localisation, qui est le sens qu'on donne plutôt dans le catholicisme, mais où c'était le mari autrefois donc qui décidait du lieu de domicile du couple. Mais surtout, comme Hérode le Grand, si vous voulez, avait l'intention donc avoir du poids politique, puisque lui n'était pas de sang royal, il a voulu s'allier se trouver un allié au temple en mettant comme grand prêtre quelqu'un qui n'appartenait pas à l'aristocratie de Judée. Ce qui contrariait son épouse, puisque elle aurait voulu que ce soit son frère qui soit nommé grand prêtre. Ça aurait pu être un rival politique pour Hérode. Donc là, eh bien, voilà, on peut avoir cet exemple qu'elle aurait dû, d'après donc le Jésus, soutenir plutôt son époux s'il appartenait à cette famille. Donc elle a été ensuite condamnée, vous le savez, pour adultère, mais il y a des chances que le motif réel était plutôt d'ordre politique. De même, vous avez Jésus, quand il s'oppose aux sacrifices animaux au temple, hein, c'est pas par amour des animaux, il le dit bien, mais parce que ces sacrifices affament le peuple. Il reproche à certains de laisser mourir de faim de leurs parents pour pouvoir avoir quelque chose, se faire bien voir et sacrifier au temple. Il encourage par contre à payer la taxe romaine, hein, c'est le fameux prêche, rend à César ce qui est à César. Donc, il établit aussi avec la scène, le partage du pain, du vin, un rituel qui respecte le judaïsme pour ce qui est du dogme, mais un rituel qui est proche cultuellement du monothéisme mitraïque, où on a la même scène de partage, non pas du vin, du pain, mais de l'eau et du pain. Donc c'est assez proche, qui est une manière de s'insérer dans l'Empire, notamment. Ce rituel se retrouve dans la Légion romaine. Et je vous rappelle, on voit que Jésus a aussi des contacts avec un légionnaire hein, dans les évangiles. Donc cette politique aurait peut-être bien sauvé le peuple juif du désastre du siège romain de Jérusalem excusez l'erreur, en 70 et non pas évidemment 1966 et sa destruction. Bon, donc, on pourrait également se poser la question de se dire, eh bien, la morale de l'histoire, est-ce qu'on pourrait l'appliquer aujourd'hui? Par exemple, quand vous avez le conflit des Comores. Eh bien, on peut se poser la question, est-ce que, par exemple, justement, vous avez le Japon qui est menacé sur son territoire au point de vue géologique de manière importante. On a des volcans qui risquent de se réveiller et menacer Tokyo. Il est sur des plaques tectoniques dont le risque de mouvement est important, avec un risque de submersion d'une grande partie de l'île, à part les hauts sommets, d'autant qu'on est dans une zone de subduction. Donc, la logique serait également pour d'autres catastrophes, comme les calderas que vous avez à Yellowstone ou près de Naples, c'est de préserver des aires donc, pour des populations menacées, de faire des stocks céréaliers
Et vous savez qu'il y a une grande pauvreté aux Comores et que précisément, même ceux de Mayotte c'est le département le plus pauvre de France, mais par rapport aux autres, eh bien, les autres viennent quand même à Mayotte. Eh bien, on pourrait, côté français ou de l'autre côté, avec les Japonais, par exemple, pour ce qui est de la France, on pourrait développer cette île, investir pour produire localement ce qu'on exporte. La France maintiendrait, ce qui est important pour elle, c'est l'emprise au niveau de la marine pour avoir un contrôle sur l'océan Indien. Mais avoir un pays qui économiquement irait bien grâce à un investissement japonais qui pourrait être un lieu de refuge en cas de catastrophe pour les Japonais, en construisant donc justement des immeubles qui pourraient à la fois loger et les Japonais et les Comoréens, développer une agriculture comme les Japonais savent faire, parce que pour les légumes, effectivement, c'est beaucoup mieux. Autant je suis contre les fermes pour les vaches, autant pour les légumes, ça réduit la surface de déforestation. C'est important de faire des fermes de légumes. Et ça, c'est des choses hautement technologiques que les Japonais pourraient faire. Les Japonais, en plus, cherchent à un peu concurrencer la Chine et faire du commerce international en longeant justement la mer de Chine, l'océan Pacifique, tout ça, en allant dans ce sens-là. Donc là, ils pourraient avoir un point de commerce qui leur donne contact avec l'Afrique, avec la France. Donc, ça serait non pas la route de la soie, mais la route de l'océan qui leur permettrait donc de développer des voies commerciales. Voilà, comme exemple. On pourrait en trouver d'autres. Bonne soirée et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.